Donc, bonjour tout le monde. J'aurais suggéré peut-être pour les 2-3 minutes du début et puis à la fin de la présentation pour la période de questions qu'on ouvre ces caméras pour dire bonjour et puis parce que c'est plus sympathique que de parler à des petits carreaux noirs. Voilà. Et puis pendant la présentation, c'est bien correct de fermer sa caméra. Je pense que tous on en profite pour luncher de toute façon. Alors voilà. Alors, bonjour tout le monde, merci d'être là. Je m'appelle Anne-Monique Nuy, je suis néonatologiste, chercheure clinicienne. Je suis aussi la directrice du département de pédiatrie ici au Sainte-Justine à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Mais je suis ici parce que, avec Sylvane à côté et l'aide essentielle de Camille, qui est ici sur l'écran aussi, on a lancé et on dirige le réseau FRQS sur les déterminants périnataux de la santé de l'enfant, qui est un sujet qui, je pense, est au cœur de beaucoup de nos intérêts. Et donc, c'est dans ce contexte-là que la conférence d'aujourd'hui, Dr Boukouaran est invité à nous parler de ses projets de recherche. Il faut réaliser aussi qu'avec la pandémie, il y avait les concours des réseaux du FRQS qui ont été suspendus, mais le FRQS a tenu à supporter des initiatives qui lui semblaient particulièrement stratégiques. Et on a fait partie de ceux qui ont pu bénéficier justement d'un support, d'un seed money. Et donc, je dis nous, c'est nous tous, là, vous toutes qui est là, à cette conférence, entre autres, et dont Isabelle Boukouaran, pour supporter justement les efforts de recherche autour des déterminants périnataux de la santé de l'enfant et plus particulièrement pour la conférence d'aujourd'hui autour d'étudier l'impact du COVID en grossesse sur les enfants, sur les issues de grossesse sur les enfants et bientôt ça va être sur le suivi des enfants. Donc, grâce à ça, entre autres, Dr Boukouaran a pu s'allier avec d'autres chercheurs au Canada et je pense que c'est des résultats de recherche dans ce domaine-là qu'elle va nous présenter. Donc, Dr Boukouaran est professeure agrégée de clinique à l'Université de Montréal. Elle a obtenu son doctorat en médecine à l'Université de Nice, Sophia Antipolis, en France, en 2010. Puis, elle a fait un fellowship en médecine materno-fétale ici à l'Université de Montréal. Et ensuite, un autre fellowship en maladies infectieuses de la reproduction à l'Université de British Columbia à Vancouver. Ici, elle est bien sûr professeure au département d'obstétrique-gynécologie et aussi à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Ici, au département d'obstétrique-gynéco à l'Université de Montréal, elle est co-directrice du Centre d'infectiologie mère-enfant, qui est vraiment une référence provinciale pour les infections congénitales, oui, de COVID, mais aussi de VIH, de CMV, mais aujourd'hui, on va surtout parler de la COVID. Dr Boukouaran est clinicienne chercheur junior 2 de FRQS et membre du comité de maladies infectieuses de la Société des obstétriciens gynécologues du Canada. Donc, Isabelle, nous sommes très heureux de t'accueillir. Isabelle va présenter en français, ses diapos sont en anglais, les questions pourront être dans la langue que vous voulez et les réponses aussi. Donc, bonne conférence et bon appétit. Bonjour à tous. Ton ordi, mais pas ta présentation. Ah, ben, je vais voir si ça fonctionne. Bien sûr, ça fonctionne. Ça fonctionnait il y a 10 secondes, là, quand on l'a testé. Je vais refaire la même chose. Voilà, c'est super. Là, tu peux peut-être le mettre en mode présentation. Ouais, est-ce que c'est bon? Oui, parfait. Ok, merci. Donc on y va. Merci beaucoup de cette invitation à présenter sur ce sujet. Effectivement, moi, mes centres d'intérêt, au départ, c'est surtout le VIH et le CMV. Donc, pour moi, le Covid, là, depuis 2 ans, c'est comme une croix que je porte sur le dos. Et pour être honnête, j'ai bien hâte de m'en débarrasser. Mais ça me fait plaisir de vous partager les différents projets dans lesquels j'ai été impliquée au Canada. Je n'ai pas de conflit d'intérêt spécifique pour cette présentation. Puis je vais vous parler en particulier de ces 4 projets, mais je voulais tout de suite mentionner qu'il y a beaucoup d'autres projets au Canada en lien avec la COVID et la vaccination contre la COVID chez les femmes enceintes. Donc ça peut
ça se veut pas une revue exhaustive, mais ça vous montre au moins des grosses initiatives qui ont été mises en place sur ce sujet. Donc, Cancovipreg, c'est un registre national de surveillance des infections à la Covid, des infections au SARS-CoV-2 pendant la grossesse. Il y a une étude de séroprévalence qui utilise des sérums anténataux pan-canadienne. Il y a le registre sur les femmes qui ont été vaccinées pendant la grossesse ou pendant qu'elles allaitaient, le registre canadien Covered, et le projet Conception qui est dirigé par Annick Bérard. Je voulais juste aussi préciser que je vais employer le mot de femme à travers ma présentation, mais que c'est un mot que je vais employer au sens large, qui désigne toute personne qui peut être enceinte, et que je suis bien au courant des diversités de genre qui peuvent aussi s'appliquer à la femme enceinte. Donc, le premier projet que je vais mentionner, c'est Cancovipreg. Donc, l'objectif de ce projet, c'était d'avoir des données canadiennes sur la Covid pendant la grossesse pour pouvoir supporter des soins optimaux et des décisions de santé publique en lien, par exemple, au retrait préventif des femmes enceintes, notamment au Québec. Donc, il y avait plusieurs sous-objectifs qui sont aussi de déterminer les issues fétales et de l'enfant, mais avec pas un suivi à long terme qui est prévu des enfants dans cette base de données. Donc, le projet a pris son envol suite à un financement des IRSC en 2020. Et puis là, je vous ai mis la dernière carte à jour du nombre de cas dans chaque site. Ce que je veux mentionner tout de suite, c'est que chaque province a une façon différente de reconnaître les cas de femmes enceintes ayant la Covid, et ça impacte beaucoup les données qui sont dans Cancovipreg. La plupart des provinces ont pu s'appuyer sur des bases de données de santé publique et administrative pour cette surveillance. Un des enjeux aussi qui y arrive, c'est que jusqu'à présent, jusqu'à il y a quelques mois, tous les cas diagnostiqués avec la Covid étaient faits par PCR et donc étaient retraçables d'une certaine façon. Depuis que les tests maison sont arrivés, il peut y avoir d'autres enjeux dans la reconnaissance des cas et donc qui peuvent faire que la reconnaissance est moins exhaustive. Malgré tout cela, on se retrouve actuellement avec plus de 24 000 cas de femmes enceintes ayant eu la Covid identifiés à travers le Canada. Et comme vous voyez, une bonne partie en Ontario. Je vais vous montrer la progression du nombre de cas par province. Puis pour tout de suite vous expliquer, en Ontario, ils viennent de changer la façon de reconnaître les cas. Jusqu'au mois dernier, ils identifiaient les cas grâce à un formulaire de déclaration de cas. Qui était relié avec les bases de données BON. Et là, maintenant, ils ont décidé d'utiliser les données de laboratoire. Et donc, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils sous-estimaient complètement le nombre de cas et que leur courbe n'était pas valide. Le même problème peut se retrouver dans d'autres provinces qui utilisent les formulaires de déclaration de cas. Et qui pourrait sous-estimer le nombre total de femmes enceintes avec la Covid dans ce projet. Au Québec, depuis le début de la pandémie et même avant ce financement des IRSC, on a eu la volonté d'essayer de documenter les issues de grossesse des femmes qui avaient la Covid pendant la grossesse. On sait que la Covid est un virus qui affecte plus les femmes enceintes, en tout cas dans les présentations plus sévères, maintenant c'est assez clair, mais au début de la pandémie, on ne le savait pas. Par contre, on savait que d'autres virus respiratoires peuvent causer plus de complications, notamment tout simplement l'influenza. Et quand je parle de complications, je parle de complications respiratoires chez la femme, mais aussi plus d'issues adverses chez le nouveau-né. Donc rapidement, il y a eu cette démarche d'essayer de documenter les issues de grossesse des femmes avec la Covid au Québec, et notamment avec un chercheur de Sherbrooke qui s'appelle Arnaud Gagneur, qui est néonatologiste et qui travaille beaucoup maintenant sur la vaccination, mais qui avait fait un doctorat sur les coronavirus avant que la Covid arrive et que ça devienne le sujet à la mode. Donc,
fort de cette mobilisation, puis aussi de la grande motivation de tous les cliniciens de la province sur ce sujet-là, on a commencé des démarches pour identifier les femmes enceintes ayant eu la Covid pendant la grossesse. Un des enjeux, c'était d'être le plus exhaustif possible parce que la vocation de Camp Covid-Preg, c'était d'avoir une vocation populationnelle. Malheureusement, l'accès aux données des formulaires de déclaration de cas Covid, qui s'appelait au départ V10, puis qui est devenu TSP, n'a pas été possible dans le cadre de ce projet. Donc, finalement, le projet est devenu un projet hospitalier. On a actuellement 10 sites participants, donc plusieurs sites à Montréal, aussi à Québec, Sherbrooke, mais aussi des centres primaires. Qui collecte les données et identifie le cas localement. Donc, l'identification des cas repose sur des extractions de données de laboratoire, mais surtout sur la bonne volonté des cliniciens qui rapportent les cas aux responsables de site. Puis, l'entrée de données se fait dans une base de données REDCap. Les données de Camp Covid-Preg, auxquelles le Québec a participé depuis le début, elles ont servi à faire différents rapports qui ont été utilisés par la santé publique du Canada. Le premier rapport a permis à la Société des obstétriciens gynécologues du Canada de recommander la vaccination chez toutes les personnes enceintes à risque de Covid. Ensuite, les rapports suivants ont aussi poussé à la priorisation des femmes enceintes. Et finalement, en juin 2021, toutes les provinces ont recommandé que les femmes enceintes soient vaccinées. Mais il faut se rendre compte que ça n'a pas été tout de suite, dès que les vaccins ont été disponibles, elles n'ont pas tout de suite été priorisées, les femmes enceintes. Et les données qu'on a pu avoir dans le cadre de Camp Covid-Preg ont contribué à vraiment ces décisions de politique de santé publique. Puis je vais vous présenter maintenant les analyses qu'on a à date de ce projet. Donc là, c'est les données complétées de 6000 grossesses jusqu'au 30 octobre 2021 de 6 provinces. Et donc, il y a ces données des femmes avec la Covid sont comparées avec des données canadiennes pendant la pandémie, mais de femmes qui n'ont pas eu la Covid, donc pour se comparer aux issues attendues chez des femmes enceintes qui n'ont pas eu la Covid. Et il y a aussi une comparaison avec des femmes qui ont eu la Covid et qui ne sont pas enceintes, mais qui sont en âge de procréer. Comme je vous l'ai mentionné plus tôt, on a seulement utilisé les cas confirmés avec une PCR SARS-CoV-2 positive pendant cette période de collecte de données. Et je vais vous présenter une des premières particularités quand on regarde les femmes enceintes qui ont été affectées, qui ont eu la Covid, quand on les compare avec les femmes canadiennes en général, on peut voir que la répartition ethnique est vraiment différente et en particulier qu'il y a une sous-représentation des femmes d'origine caucasienne dans les femmes qui ont eu la Covid et une surreprésentation des femmes noires ou d'autres origines. Ce qu'on retrouve là dans ces données, c'est ce qu'on retrouve dans les données d'infection à la Covid en général, là, pas que chez la femme enceinte, et au Canada et ailleurs dans le monde, c'est-à-dire que certaines communautés semblent plus touchées et qu'il y a vraiment un gradient ethnique, mais aussi un gradient économique dans l'infection et dans l'épidémie actuelle. Aussi, les données de l'âge gestationnel au diagnostic. Donc, ce que vous pouvez voir sur la partie droite, c'est les cas qui ont été diagnostiqués au premier et au deuxième trimestre, à peu près la moitié des cas. Et puis, vous verrez un bon tiers des cas diagnostiqués entre 28 et 37 semaines au troisième trimestre. Puis, 11% des cas diagnostiqués après 38 semaines, plus vraiment en péripartum immédiat. Un des points particuliers, c'est le pourcentage d'asymptomatiques. En général, dans le Camp Covid-Preg, il est de 17%, mais il est plus élevé au Québec. Et en fait, le Québec a une particularité, c'est qu'on a rapidement mis en place un dépistage de la Covid dans les unités obstétricales, en particulier à cause de problèmes de chambres partagées, par exemple, où on pensait que l'épidémie allait pouvoir se propager plus facilement. Et donc, ce dépistage a été mis en place en mai 2020 dans toutes les salles d'accouchement au Québec.
entre avril et mai, suivant les sites. Donc là, je vous présente quelques données de 5 sites entre mai 2020 et février 2021, où on voit en bleu le pourcentage de positivité chez les femmes enceintes admises à la salle d'accouchement. Donc, c'est des femmes qui sont admises parce qu'elles sont en travail ou qu'elles vont être déclenchées pour leur accouchement. Ce que on peut regarder ici, c'est que parmi ces femmes enceintes, le taux de positivité était beaucoup plus élevé que le taux de positivité des femmes en âge de procréer qui venaient se faire dépister dans les centres de dépistage, donc autour de 1,5 à 2,5%. Et parmi elles, en fait, en moyenne, 1%, le taux d'incidence de asymptomatique était de 1%. Donc, on avait 72% des femmes qui se représentaient en travail qui étaient asymptomatiques. Et ça vous dit qu'on ne pouvait pas vraiment se fier sur les symptômes pour voir s'il y avait un risque de transmission. On peut se demander maintenant, et d'ailleurs on va mettre à jour ces données, si cette politique de dépistage systématique dans les salles d'accouchement est toujours valable, sachant que les personnes qui ont été vaccinées doivent normalement moins excréter le virus et on aurait peut-être moins de pertinence à détecter une personne asymptomatique et vaccinée. Mais pour l'instant, cette politique est continue au Québec, puis ces données sont venues l'appuyer. Donc, au niveau des risques de complications chez les femmes enceintes, quand on compare dans la colonne de gauche les femmes enceintes qui ont eu la COVID aux femmes qui ont eu la COVID mais qui n'étaient pas enceintes et qui étaient âgées de 20 à 49 ans sur la même période, on peut voir qu'il y a 2,6 plus d'hospitalisation chez les femmes enceintes et 5 fois 5 plus d'admission aux soins intensifs. Il faut mentionner que ces analyses ne contrôlent pas pour des facteurs de confusion comme le risque cardiovasculaire par exemple ou l'origine ethnique qu'on sait peuvent être associés à ces risques de complications. Par contre, un point important, c'est que parmi toutes les femmes qui ont été hospitalisées dans nos données au Québec ou au Canada et qui ont été notamment hospitalisées aux soins intensifs, il n'y avait aucune femme qui était adéquatement vaccinée, c'est-à-dire qui avait au moins reçu 2 doses. Je peux vous dire ça pour les données jusqu'à octobre 2021. C'est à mettre à jour avec les données plus récentes, mais à ma connaissance, c'est toujours vrai. Et donc, c'est très rassurant pour ce qui est de l'impact de la vaccination. Là, c'est pour vous montrer la variation de ces complications, donc hospitalisation et admission aux soins intensifs en fonction des périodes dans le temps. Puis, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu un pic au début de la pandémie, et un nouveau pic avec l'apparition de variants alpha, mais surtout avec du variant delta, qui est à date celui qui semble avoir le plus causé de complications dans la population générale et aussi chez les femmes enceintes. Donc, pour ce qui est des complications de grossesse, là, on fait la comparaison des femmes enceintes qui ont eu la COVID pendant la grossesse à toutes les femmes qui n'ont pas eu la COVID pendant la grossesse au Canada. Donc, les données de comparaison excluent le Québec. Ce qu'on peut voir en général, c'est qu'il y avait plus d'accouchements par césarienne, plus d'accouchements préterme, que ça soit tardif ou après 32 semaines, chez les femmes qui avaient la COVID que chez les femmes qui n'ont pas eu la COVID. On ne voit pas de différence sur le taux de morti-naissance, qui est une question qui revient assez souvent, mais ce sont des tout petits chiffres, donc à interpréter avec prudence. Un point à mentionner, le taux d'accouchement préterme restait supérieur à la population générale, même si on regarde que les femmes qui ont eu la COVID avec des formes modérées et sans être hospitalisées. Par contre, encore une fois, ces données ne sont pas contrôlées pour des facteurs confondants. Je vous ai mentionné l'origine ethnique au début parce que clairement, on sait qu'elle est associée avec les issues adverses de grossesse et donc ça pourrait être un facteur confondant majeur dans ces données. Ces données, par contre, correspondent à ce qui a été retrouvé dans d'autres pays dans le monde et même en contrôlant pour les facteurs confondants. Donc, on pense qu'elle reste solide, mais il reste identifié un groupe de contrôle avec appareillement sur les facteurs de risque d'issue adverse de grossesse.
Donc, où on en est de cette initiative actuellement? Le financement permet les collectes de données jusqu'en juin. Donc là, les données sont toujours en cours de collection. Au Québec, nous, on a identifié 2500 cas à date et il y en a un peu plus de 1000 qui est rentré. Donc, il reste un énorme travail encore d'entrée de données. Et puis, actuellement, le nombre de cas a fait que exploser. Donc, on table quand même à arriver à genre 3500, 4000 cas d'ici juin pour le Québec. Pour ce qui est des analyses futures ou en cours, c'est sûr qu'on est très intéressé à regarder l'effet de la vaccination et des différentes souches de virus sur les issues adverses de grossesse. Les issues néonatales sont en train d'être analysées en détail et aussi des données sur la pathologie placentaire, parce que dans la collecte de données, il y a des données extensives des rapports de pathologie placentaire. Puisqu'on parle de placenta, je ne pouvais pas ne pas vous mentionner cette étude de l'équipe de Sylvie Girard, qui inclut des placentas de femmes qui ont eu la Covid, d'autres femmes qui ont accouché à la même période mais qui n'ont pas eu la Covid, et d'autres femmes pré-Covid, et puis qui regardaient les anomalies placentaires chez des femmes qui ont été aussi recrutées dans différents pays. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en général, il y avait plus d'anomalies placentaires chez les femmes qui avaient eu la Covid. 80% avaient des placentas avec des anomalies, même si c'était des femmes qui avaient accouché à terme. Mais par contre, on retrouvait aussi que 50% des femmes qui avaient été exposées au stress pandémique, donc qui avaient accouché dans la même période mais qui n'avaient pas eu la Covid, démontraient des anomalies placentaires. Je sais que Sylvie Girard et son équipe sont en train de poursuivre des travaux sur ce sujet-là, notamment pour essayer de comprendre pourquoi il y avait un excès de fibrine en général dans les placentas de femmes infectées par la Covid et de regarder les marqueurs d'inflammation dans ces placentas. Donc, il y aura sûrement d'autres données à suivre. Mais je voulais mentionner que ces anomalies placentaires ont été retrouvées dans d'autres études dans le monde et donc il semble quand même avoir une association avec l'infection et les anomalies placentaires, et aussi avec le stress et les anomalies placentaires, et ça devient de plus en plus difficile de les départager. Une autre étude que je voulais mentionner, c'est une étude pan-canadienne de surveillance sérologique qui utilise des sérums anténataux. Donc, ce qu'il faut mentionner, c'est que toutes les femmes enceintes ont des dépistages en début de grossesse, que ce soit pour le VIH, les hépatites, et aussi le dépistage de la trisomie 21 qui leur est proposé. Et dans le cadre de ces dépistages, une bonne partie des échantillons sont gardés en banque. L'organisation est différente d'une province à l'autre, mais si je peux parler du Québec, ce qui est gardé en banque, ce sont les dépistages de la trisomie 21 pour les femmes qui le font dans le programme public. Et les analyses et donc les sérums sont gardés dans 2 endroits, à Sainte-Justine et au CHU de Québec. Donc, on a dans ces sites une mine d'or, entre guillemets, de sérums. Et l'idée de cette étude, c'était d'utiliser ces sérums pour évaluer la séroprévalence de la Covid. Pourquoi on prenait des échantillons de femmes enceintes? Ce n'est pas tant qu'elles soient des femmes enceintes, mais c'est plus parce qu'elles permettent de représenter une population, une partie assez représentative de la population. Quand on compare par exemple aux données de EMA Québec, on sait que EMA Québec a fait des études de séroprévalence là, qui sont très intéressantes, mais un des problèmes, c'est que les personnes qui vont donner leur sang à EMA Québec ne sont pas forcément représentatives de la population générale. On pense que les femmes enceintes sont plus représentatives de la population générale, mais par contre, avec une tranche d'âge limitée, puisque, bon, par définition, il faut que ce soit des femmes en âge de procréer. Donc, dans cette étude de séroprévalence, elle est aussi pan-canadienne. Il y a eu plusieurs périodes. La première période, en fait, c'était juste en Colombie-Britannique. Il y a eu une première analyse d'échantillons entre novembre et décembre 2020. Puis après, 2 périodes en février 2020 et entre août et septembre 2021. L'idée, c'était à long terme de faire une infrastructure pour pouvoir de façon répétée évaluer la séroprévalence dans la population et pouvoir voir l'évolution dans le temps de cette séroprévalence. L'idée aussi, c'était de se demander s'il n'y avait pas du virus qui circulait avant le début déclaré
de la pandémie. Je vous remontre un petit peu l'échelle de temps pour vous ramener en arrière, parce qu'on a déjà tout oublié. Mais là, les résultats que je vais vous présenter sont sur cette période-là, juste avant la deuxième phase, et on venait de passer la première phase de l'infection. Ce genre de données est vraiment intéressant pour les gens qui font de la modélisation en santé publique de l'épidémie, pour pas se fier seulement aux données de Covid diagnostiquées, mais voir vraiment le niveau de circulation du virus dans la population. Donc, dans la phase 1, juste pour vous rappeler, il n'y avait pas encore de vaccin. Donc, tous les cas positifs sont des cas de gens qui ont eu une infection. Puis, en général, ce qu'on voyait, c'est que le taux de séropositivité était à 1,5 à 10 fois plus haut que dans la population générale. Ça, c'est la comparaison entre les 3 périodes de cette phase 1 que je vous mentionnais plus tôt. Là, il n'y a pas les données du Québec, elles vont être dans la slide suivante. Mais ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait certaines provinces, notamment l'Alberta, avec un taux de séropositivité qui était vraiment plus important que ce qu'on se serait attendu et de ceux qui avaient été diagnostiqués. Et cela avant le début de la deuxième phase. Quand on regarde les données du Québec, donc nous au Québec, on avait analysé 1200 sérums stockés à Sainte-Justine. Il y en a encore 1200 qui sont stockés à Québec et qui vont être analysés bientôt. Mais dans nos échantillons, on avait quand même une séroprévalence qui était assez élevée, même après ajustée sur l'âge, donc plus important que dans d'autres provinces, mais similaire à l'Ontario. Pour vous mentionner les défis de ce projet au Québec, donc oui, les échantillons étaient stockés à Sainte-Justine, là où je travaille, donc sur le papier relativement facile d'accès. Mais au Québec, on ne peut pas utiliser des échantillons collectés et mis en banque dans le cadre d'un programme clinique sans consentement des personnes. Donc un des enjeux, ça a été de pouvoir consentir ces femmes qui avaient fait un dépistage de la trisomie 21, sachant que dans le consentement au dépistage de la trisomie 21, il n'y a rien qui est mentionné pour des participations à des projets de recherche. Il y a juste une mention pour des projets d'évaluation du programme de dépistage de la trisomie 21. Donc, on a dû mettre en place un processus de consentement. Puis là, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'assistance de notre équipe du comité d'éthique à Sainte-Justine. Et finalement, on a fait un consentement opt-out, c'est-à-dire qu'on a envoyé des courriers aux femmes pour leur mentionner le projet et leur mentionner de nous signaler si elles n'étaient pas d'accord pour que les reliquats du sang de leur dépistage à trisomie 21 soient utilisés pour une sérologie Covid. On a eu quelques femmes qui nous ont contactées, mais en total, la participation était de 95%. Surtout, il y en a qui nous ont contactés pour avoir des réponses, puis il y en a qui voulaient avoir leurs résultats de sérologie. Mais on avait statué avec le comité d'éthique qu'on ne voulait pas donner les résultats parce qu'à l'époque, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire d'avoir une sérologie positive. On avait peur que les gens soient faussement rassurés par une sérologie positive et qu'ils arrêtent les méthodes de précaution. Puis l'avenir a eu raison, dans le sens qu'on sait qu'on peut maintenant se réinfecter avec une nouvelle souche de Covid. Donc ça, c'est la répartition des sérums dans les différentes provinces. Pour ce qui est de la phase 2, au Québec, on a décidé de ne pas participer. Pour vous rappeler, c'est la répétition d'épisodes d'évaluation de la séroprévalence dans le temps. Mais vu le travail que ça avait été d'obtenir les consentements des femmes pour plus de 2000 femmes, on a préféré arrêter notre participation au Québec. Mais les données des autres provinces sont toujours en cours d'analyse. Ce qui est nouveau dans ces phases-là, c'est que maintenant, une partie des femmes sont vaccinées. Et donc, on a deux types d'anticorps pour différencier l'infection naturelle de la séropositivité liée à la vaccination. Pour ce qui est des résultats de Colombie-Britannique pour novembre à décembre 2021, donc c'est la seule province pour laquelle les échantillons ont déjà été analysés. La séroprévalence au total était de 88%. Donc, ça c'est la séroprévalence totale, donc ça inclut les personnes vaccinées ou qui ont eu une infection naturelle. Puis pour la séroprévalence à l'antinucléocapsid, c'était de 3,5%. Donc ça, c'est ce qui
démontrent normalement l'infection naturelle. 3,5%, c'est assez bas, c'est moins que ce qu'on serait attendu dans la population générale. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez la slide d'avant, la Colombie-Britannique était une province avec une séroprévalence qui était déjà basse dans les autres phases de l'étude d'évaluation de la séroprévalence. Donc, ça va être intéressant de voir les données, notamment d'Ontario et d'Alberta, qui s'en viennent. Maintenant, on va changer de sujet, pour parler de la vaccination pendant la grossesse, puis des études qui s'y rattachent. Juste rapidement, un petit point pour vous dire l'enjeu de la vaccination pendant la grossesse. La grossesse, c'est un moment où il y a des vaccinations qui sont recommandées, notamment l'influenza, mais on va aussi recommander la vaccination pour l'hépatite B et contre la coqueluche. Donc, la vaccination est en train de rentrer vraiment dans les mœurs et les pratiques pendant la grossesse. Mais c'est quand même aussi une période où les femmes s'inquiètent beaucoup de faire les bons choix pour le développement de leur enfant. Il y a beaucoup de jugements de femmes qui se font dire ce qu'il faut faire et pas faire. Il y a aussi beaucoup de femmes qui s'inquiètent de prendre des médicaments pendant la grossesse, et la vaccination fait partie des médicaments. Et aussi qui perçoivent un risque supérieur pour leur bébé. Et je dirais aussi qu'ils mettent d'abord en avant un risque potentiel sur leur bébé, plus qu'un risque potentiel pour leur santé à elles, dans leur décision. Aussi, pour vous ramener dans le contexte, quand les vaccins Covid sont arrivés sur le marché, les monographies étaient claires et disaient que la sécurité chez les femmes enceintes n'était pas établie. Donc, c'est sûr que pour une femme enceinte qui voulait se renseigner sur la vaccination, ça faisait peur de lire ça. Par contre, avant la pandémie, il y avait eu un groupe de travail sur des aspects éthiques de l'accès à des médicaments chez les femmes enceintes et la vaccination, et qui s'était positionné en disant que les risques théoriques de complications liées à la vaccination, ou même des risques documentés pour le fœtus, n'étaient pas normalement suffisants pour justifier de ne pas permettre aux femmes enceintes d'avoir accès à un vaccin, surtout dans le cadre d'une épidémie. Donc cette publication a permis, et les premières données aussi, a permis à toutes les sociétés savantes internationales canadiennes de se mettre d'accord et de très tôt recommander la vaccination chez les femmes enceintes et de pousser sur la santé publique pour que cette vaccination soit accessible pour les femmes enceintes. Après, qu'en est-il du taux de vaccination? Donc ça, c'est des données de ICIS d'Ontario de janvier dernier, qui montrait parmi les femmes vaccinées combien étaient vaccinées. Donc il y avait 74% qui avaient reçu au moins 2 doses, sachant que maintenant c'est 3 doses qui sont recommandées au moins, et 22% qui étaient non vaccinés. On n'a pas de bon groupe de comparaison, mais en général, c'est moins que le pourcentage de vaccination attendu dans la population adulte au Canada. Donc, il semble que les femmes enceintes sont moins vaccinées que la population générale. L'étude Conception est une étude menée par l'équipe de Annick Bérard, puis qui est une étude internationale, mais qui a interrogé ces données canadiennes pour ce qui est de la vaccination. Et qui a mis en évidence que parmi les participants, 83,7% étaient vaccinés ou avaient l'intention d'être vaccinés. C'était des femmes qui se enregistraient sur un site pour participer à l'étude, et aussi des femmes qui ont été recrutées via des affiches à Sainte-Justine et via des milieux communautaires. Donc normalement, il y avait une bonne représentativité de personnes de différents milieux socio-culturels. Ce qui était intéressant au niveau des facteurs de risque d'être vaccinées, c'est que les femmes qui étaient au premier trimestre étaient plus souvent vaccinées que les femmes qui étaient plus tard dans la grossesse. Donc, souvent, c'était des femmes peut-être qui avaient été vaccinées avant d'être enceintes. Et c'est comme si les femmes, une fois enceintes, elles, par contre, ne franchissaient pas le cap d'être vaccinées. Les femmes qui s'étaient fait vacciner pour l'influenza dans la saison précédente étaient plus vaccinées pour la Covid. Et il y avait aussi un lien avec le niveau d'éducation et le revenu familial qui était plus élevé chez les personnes vaccinées.
Et dans le diagramme en bas, ça vous démontre que la connaissance de la vaccination en grossesse, mais aussi la connaissance de la vaccination en général contre la Covid, était associée avec un plus haut taux de vaccination. Dans le questionnaire, il y avait des questions sur pourquoi les femmes avaient refusé, enfin décliné la vaccination. Puis une bonne partie des interrogations des femmes, c'était lié au manque d'informations, au manque de données de sécurité pendant la grossesse. Donc c'était des inquiétudes bien légitimes, et c'est des inquiétudes auxquelles les chercheurs se doivent de répondre pour soutenir les femmes dans leurs décisions. Donc au niveau des données de sécurité, il y a pas mal de données internationales qui ont été publiées, mais là encore, je vais vous montrer les données canadiennes. En Ontario, toujours grâce au registre Born, et on a pu identifier les femmes qui ont été vaccinées avec au moins une dose de vaccin pendant la grossesse. Et il est comparé à des femmes qui, elles, avaient initié leur vaccination après la grossesse. Puisqu'on peut voir, c'est qu'en général, il n'y avait pas de différence dans les complications de grossesse les plus fréquentes, que ce soit l'hémorragie, la chorio, le taux de césarienne. Et pour ce qui est des enfants, le taux d'admission aux soins intensifs ou d'Apgar bas, ni pour l'accouchement prématuré. Donc ça c'est des données canadiennes qui sont rassurantes, puis qui vont dans le même sens que beaucoup de registres internationaux, notamment le registre américain V-Safe, qui a aussi démontré des excellentes données de sécurité. Comme autre initiative canadienne pour la sécurité du vaccin, je voulais mentionner le registre Covered, qui est un registre aussi où les femmes vont s'enregistrer en ligne. Ce registre recrute les femmes qui sont enceintes ou qui allaitent depuis juillet 2021, puis il est financé par les IRSC. Et il est sur un site de UBC, qui a peut-être d'ailleurs nuit à sa diffusion, notamment au Québec. Un des enjeux qu'on peut avoir ici, par exemple, c'est que moi, dans mon établissement hospitalier, je ne peux pas faire de publicité pour un projet de recherche qui n'est pas approuvé par un comité d'éthique local. Et donc, par exemple, on ne peut pas promouvoir ce type d'études facilement, alors qu'il s'agit d'une étude en ligne. Donc, pour vous montrer les données préliminaires de ce registre, sur 3000 femmes qui ont reçu au moins une dose de vaccin Covid, on s'inquiète souvent du taux d'effets secondaires. En général, il était semblable à celui de la population générale, un peu plus de maux de tête et de nausées que la population générale dans l'étude cependant, mais pas plus de réactions sévères. Et les effets comme ça étaient plus importants quand les femmes recevaient une 3e dose. Donc ça, c'est important à savoir et à mentionner aux femmes enceintes, qu'elles ne s'inquiètent pas, qu'elles peuvent avoir un peu plus d'effets secondaires transitoires, mais pas plus d'effets sévères. Parmi les femmes de ce registre, il n'y avait aucune femme qui avait été hospitalisée pour la Covid, donc ça confirme les données que je vous mentionnais de Cancovig-Preg plus tôt. Et il n'y avait pas de différence en termes d'issues adverses de grossesse par rapport à un groupe contrôle de femmes non vaccinées qui ont été recrutées sur la même plateforme, et notamment pas de différence en termes d'accouchement prématuré, de retard de croissance, d'admission aux soins intensifs. Donc tout ça sont des données très rassurante pour ce qui est de la sécurité vaccinale et pour l'efficacité aussi du vaccin. Et le recrutement est toujours en cours pour ce registre. Enfin, il y a plusieurs autres études en cours qui ont été financées par le financement du FRQS et du MSSS qu'on a eu comme groupe de recherche sur la Covid et la grossesse. Notamment, j'ai mentionné l'étude de Sylvie Girard qui poursuit ces études sur l'inflammation placentaire. On a une collaboration avec une équipe d'Ontario parce que on est plus fort à nombreux, et c'est sûr qu'on avait au total recruté une 50aine de femmes qui ont eu la Covid pendant la grossesse pour lesquelles on avait du sérum. Donc seul, ce n'était pas suffisant pour être analysé. Mais en se mettant avec eux, on arrive à des groupes beaucoup plus importants pour regarder notamment la réaction immunitaire chez les femmes enceintes pendant la grossesse à la Covid. Ensuite, il y a l'étude RESPA
qui est dirigée par Catherine Herba, qui veut mieux comprendre l'association entre la détresse liée à la pandémie de la Covid et la santé psychologique chez les femmes enceintes, et proposer des pistes pour soutenir la résilience des femmes enceintes. Donc, c'est une étude qui est en cours au Québec. Et enfin, il y a des projets plus récemment financés par Dr Barbeau qui vise à regarder la réactivité en des anticorps contre le SARS-CoV-2 contre les protéines syncytine, qui sont des protéines placentaires, et démontrer qu'il n'y a pas de réactivité en fait pour permettre de soutenir la décision des femmes qui planifient une grossesse de se faire vacciner. Parce que vous avez peut-être entendu parler de l'association potentielle entre vaccin contre la Covid et risque de fausse couche ou de problèmes d'infertilité. Donc, son projet s'inscrit dans une démonstration qui ne semble pas d'avoir de réaction immunitaire entre les anticorps contre la Covid et ces protéines placentaires. Et enfin, Laurence Chartron, qui elle a un projet qualitatif sur interroger des femmes qui planifient une grossesse dans les centres de fertilité pour savoir qu'est-ce qui les fait encore hésiter à la vaccination contre la Covid dans leur contexte de projet de conception. Un dernier point avant de prendre vos questions, une initiative que je voulais mentionner. Donc, comme je vous ai dit, là, le travail sur la Covid a été vraiment difficile pour toutes sortes de raisons d'accès aux données de santé publique du Québec. Et donc, ça a mené une réflexion dans le cadre du groupe des spécialistes en médecine fœto-maternelle du Québec, qui est un groupe de praticiens en périnatalité qui a vraiment besoin d'avoir des données sur les pratiques et les complications périnatales pour mettre en place des nouveaux protocoles, les évaluer et améliorer les soins des femmes enceintes au Québec. Et donc, ce qu'on est en train de faire, c'est de mettre en place une base de données commune sur plusieurs centres en utilisant les données informatisées qui sont disponibles dans nos centres, grâce par exemple à différents projets comme Citadel au CHUM, l'univers informationnel à Sainte-Justine et au CUSUM, une autre base de données informatique. Donc l'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur les données informatiques existantes dans nos établissements et de les mettre ensemble pour être capable d'évaluer des issues périnatales plus facilement et plus rapidement. Juste pour vous dire, par exemple, les données Madeco sont dans nos établissements et donc on peut demander à avoir accès au sein de nos établissements. Ça permet d'avoir un moins grand délai dans l'accès à ces données par rapport aux demandes habituelles d'accès aux données Madeco via les plateformes de santé publique. Donc sur ce, je vous remercie de votre attention. Encore beaucoup de travail à faire sur la Covid, la grossesse et le suivi des nouveau-nés des femmes infectées. Et j'espère vous en entendre sur le sujet et prendre vos questions. Merci beaucoup Isabelle, c'est vraiment un survol très complet et très instructif. Il y a sûrement des éléments que plusieurs d'entre nous savaient, mais beaucoup d'éléments qu'on n'était pas à jour et vraiment c'était un beau travail collaboratif international. Alors, on peut vous donner la parole pour les questions, puis moi je vais juste afficher les participants pour que je vois s'il y a des mains levées. Donc, ce serait une façon… Est-ce qu'on peut lever la main? Pas sûr. Sinon, dans le chat, est-ce qu'il y a des choses dans le chat? Moi, je ne vois pas. Peut-être Camille, tu peux… Ah, Sylvana a une question. Vas-y, Sylvana. Merci, Isabelle. Tu réponds à des questions que tout le monde se pose tout le temps. Et donc, c'est super important. J'ai quelques questions. Là, je vais commencer par une. La question des différences ethniques et infections. Tu l'as attribué à des différences socio-économiques, mais est-ce qu'il y a vraiment, dans les données que vous avez, il y a vraiment eu cette investigation? Ou est-ce que c'est possible de la faire? Ben, en fait, on a les codes postaux pour certaines provinces comme le Québec. Donc, on peut le faire dans certaines provinces, mais pas dans le… En fait, les données que je vous ai présentées, c'est dans un article qui va sortir bientôt dans le JAMA. Et dans cet article, elles n'ont pas pu être faites. Mais pour le Québec, on a les données de code postal, donc on peut le confirmer. Mais j'ai mentionné ça parce que c'est ça qui a été démontré dans la littérature plus internationale.
OK. Oui, effectivement. C'est ça, je me demandais si on l'avait vraiment l'info au Québec. Puis peut-être une dernière chose avant que je laisse la parole aux autres, je me dis les différences placentaires que Sylvie Girard trouve, c'est vraiment fascinant. Comment tu, en tant que spécialiste des infections, comment tu l'expliques au niveau des différences placentaires des femmes qui ont eu la COVID, là, ça serait quoi, les mécanismes? Écoute, il y a beaucoup de littérature sur ce sujet et juste pour le dire, avec d'autres virus respiratoires, ne serait-ce que l'influenza, on sait qu'il y avait plus de retard de croissance, donc on sait qu'il se passe quelque chose au niveau du placenta dès que les femmes ont une infection pendant la grossesse. Est-ce que c'est le pic inflammatoire et le pic de la réponse inflammatoire maternelle qui cause des lésions placentaires à long terme? Parce que clairement, ce n'est pas le virus, ce n'est pas la transmission du virus à l'enfant qui est en cause. C'est ça qui est le consensus général. Mais je ne sais pas si Sylvie est là, peut-être qu'elle voudrait répondre. Mais il y a aussi le stress lié à la pandémie en lui-même, qui est une grosse cause en fait d'inflammation et qu'il ne faut pas négliger. Mais je veux juste faire le parallèle avec d'autres infections virales pour dire que ce n'est pas nouveau que des infections pendant la grossesse qui ont l'air bénignes relativement soient associées avec des issues adverses de grossesse. Je vais me permettre juste une petite question qui suit celle sur le placenta, puis on prendra la question de Thuong Nguyen. Le stress et les anomalies placentaires, est-ce que ça a été observé dans d'autres cohortes de stress comme l'étude iStorm, là, justement, de Susan King? Oui. Il y a tout un champ de littérature sur le stress, le stress et les anomalies placentaires. Complètement des stress, comme tu dis, la tempête, ou même des pays en guerre. Donc, clairement, ça a déjà été démontré. Donc, la question de Thuong Nguyen, c'est « Thanks for this presentation. What about COVID-19 and increased blood-brain barrier permeability during pregnancy? Is there a higher risk of neurocognitive and neurobehavioral impact on the mom's brain from COVID infection? » Est-ce qu'on a des données là-dessus? Je ne suis pas au courant. I'm not aware of any data like that specific to pregnant women, to be honest. Est-ce que c'est quelque chose qui a été vu dans d'autres populations qui ont eu la COVID, un changement de la barrière hémato-encéphalée? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut regarder? Maybe you can comment on why you are asking this question, because I'm not aware of this data. Maybe it comes from the adult population. Or... Il y a Sylvie. je vais commenter. Oui, donc je voulais juste dire pourquoi je posais cette question-là. C'est parce qu'il y a eu en pathologie des rapports qu'il y aurait justement une pénétration du virus dans le cerveau. Fait que là, il y a eu de plus en plus de questions. Est-ce que si le virus pénètre dans le cerveau, ce serait quoi l'impact? Après, il y a eu c'est toutes des études préliminaires, là, un petit peu comme celles que, je veux dire, encore une fois, beaucoup de choses à apprendre. Je ne suis pas sûre qu'on puisse rien dire de concluant. Mais au niveau des adultes qui ne sont pas enceintes, là, des hommes ou des femmes, il semble que cette présence du virus dans le cerveau pourrait avoir un impact là, au niveau de la santé mentale. Mais c'est encore très non spécifique, on n'est pas sûr encore. Mais ma question, ce n'était pas tant que ça que le virus affectait la perméabilité de la barrière, le blood-brain barrier. Mais je me rappelais vaguement que dans la grossesse, on pense qu'il y a plus de perméabilité de cette barrière-là. Est-ce que je me trompe? Juste pour dire que, tu sais, vu qu'on n'a pas beaucoup de données, si jamais on essaie d'extrapoler à une population enceinte, ce qu'on voit dans une population qui n'est pas enceinte, le risque serait peut-être plus élevé parce qu'il y a plus de perméabilité. En général, non? Juste comme une... Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On est dans le domaine de la spéculation, là, mais je voulais juste... Oui, c'est vrai, Joanne Monique qui hoche de la tête. C'est vrai, il y a des modifications pendant la grossesse qui mènent à ça. Je pense que ce que vous mentionnez comme étude, c'est des projets sur le Covid long et les atteintes cérébrales liées à ça qui ont été mis sur le compte d'une infection virale
de l'encéphale, mais aussi peut-être plus aussi à des niveaux inflammatoires plus élevés. Je n'ai pas vu de données comme ça sur la femme enceinte spécifiquement encore publiées, mais en théorie, ça serait des choses intéressantes à creuser. OK, merci. C'est sûr que quand on pense à un virus qui touche l'odorat, on peut s'inquiéter que c'est assez près du cerveau. Ceci dit, c'est tout. C'est ma petite spéculation maison. Oui, Sylvana, tu as une autre question. Mais seulement s'il n'y a pas d'autres personnes là, qui ont des questions. Après, moi, j'en aurais une ou deux. Ouais, d'accord. Vas-y. Donc, Vas-y. Isabelle, on se projette là. Qu'est-ce que tu voudrais qu'il soit suivi, observé, monitoré? Quelles seraient tes hypothèses sur ce qu'on devrait suivre dans les 5, 10, 15 prochaines années par rapport aux femmes qui ont eu la COVID pendant la grossesse ou un vaccin pendant la grossesse? Bon, personnellement, pour le vaccin, moi, j'ai aucune inquiétude, mais ce que je pense, c'est que pour le grand public, il y a besoin de données pour les rassurer. Et donc, c'est sûr que toutes les données en lien avec le développement de l'enfant, les apprentissages de l'enfant sont très importants pour pouvoir lutter contre la désinformation vaccinale. Pour moi, c'est vraiment une priorité parce que si on va être prêt pour d'autres pandémies ou si on pense à d'autres vaccinations qui vont s'en venir pendant la grossesse, parce qu'il y a la vaccination pendant la grossesse, là, on en est au début, là, mais il y a de plus en plus de vaccinations qui vont être offertes aux femmes enceintes pour aussi protéger leur nouveau-né. Donc, c'est un champ qui va prendre beaucoup d'ampleur dans les années qui viennent. Donc, il faut être capable d'avoir des données à long terme sur le développement des enfants dont les mères ont été vaccinées pendant la grossesse. C'est vraiment important pour le grand public. Pour ce qui est des femmes qui ont eu la COVID pendant la grossesse, je pense que là aussi, au-delà des données périnatales immédiates, mortalité néonatale, etc., qui vont être disponibles dans CanCoviPreg, je pense que ça serait important d'avoir des données de neurodéveloppement à long terme. Si on voit les anomalies placentaires démontrées par Sylvie Girard notamment, pour moi, mon inquiétude, elle est là. Yeah. Marianne Merci, Bertagnoli. Il y a Marianne Bertagnoli qui a une question. Marianne, je ne sais pas si tu veux la poser directement, en français ou en anglais. Oui, je mange ma pizza ici, mais c'est correct, c'est pour ça que j'écris. Excellente présentation, Isabelle. Ma question, c'est sur la mortalité. En fait, je ne sais pas quels sont les numéros des mortalités maternelles et néonatales ici au Canada, si ça a changé pendant les différentes vagues qu'on a eu de COVID et maintenant avec la vaccine. Parce qu'on sait qu'il y a des pays que les taux de mortalité étaient beaucoup plus élevés. Je suis sûre qu'il y a la question socio-économique, healthcare system, a joué un rôle peut-être. Mais est-ce que vous avez ces données ici? Est-ce que ça a changé? Donc, juste si on parle des données de complications en lien avec la COVID, là, merci Marianne de ta question, c'est sûr que j'aurais dû le mentionner. Dans les données qu'on a jusqu'en novembre 2021, il y avait moins de 5 femmes décédées enceintes dues à la COVID, hein, je précise. Il y avait d'autres décès, mais dus à la COVID. Pour ce qui est des complications néonatales, elles sont encore en train d'être évaluées parce que des fois, c'est difficile d'essayer de comprendre qu'est-ce qui est dû à la COVID et qu'est-ce qui est dû à une autre complication de grossesse. Puis c'est vraiment ça qu'on voulait décortiquer dans l'analyse de données. Pour ce qui est de la période de la pandémie et de l'impact potentiel sur les soins périnataux et des conséquences en termes d'accouchement prématuré ou autres complications, je ne suis pas au courant qu'il y ait des données canadiennes qui soient disponibles. Moi aussi, je serais très intéressée à les voir. Mais dans ton tableau que tu as montré de l'article dans JAMA Network, en fait, je pense que le pourcentage de complications, admission aux soins intensifs, etc., était en fait significativement moindre chez les femmes qui avaient été vaccinées. Quand je parle d'admission aux soins intensifs, c'était pour les bébés. Ensuite, il y a eu très peu d'enfants qui ont été très malades de la COVID. Il y a eu des enfants qui ont été malades du syndrome inflammatoire multisystémique qui apparaît quelques X semaines après la COVID. Mais chez les nouveau-nés de moins de 2 mois qui ont été hospitalisés pour la COVID, et je pense qu'il y a dû avoir
peut-être au moins 1, 2 décès, je ne suis pas tout à fait au courant, là c'est plus des communications intercentres que je suis base là-dessus, mais à peu près tous les enfants qui ont été hospitalisés pour la COVID à moins de 2 mois sont nés de mères qui n'étaient pas immunisées. Bon, Oui. ce n'est pas des statistiques parce qu'on ne compare pas vraiment, mais c'est quand même une observation qui a un sens. Il y a des données, Anne-Monique, sur pas canadiennes, mais sur le fait que les enfants de femmes qui ont été vaccinées pendant la grossesse ont moins de risque de Covid dans les 6 premiers mois de vie. Mais je pensais que la question de Marianne était plus générale, en dehors de l'infection de la Covid, l'évolution du taux de complications néonatales et maternelles dans le pays. C'est sûr que l'Ontario va être capable de nous donner ces données, vu leur organisation dans leur banque de données, sûrement rapidement. Dans nos tables de conversation, ça n'a jamais été mentionné comme quelque chose qui semblait ressortir à date, mais je ne pense pas qu'ils l'aient regardé. Je pense qu'on arrive au bout de notre heure. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Je regarde dans le chat les mains levées. Je pense que c'est bon. Merci infiniment à tout le monde d'être là. J'aimerais vous rappeler qu'au prochain colloque de l'ACFAS, il y a une journée spéciale consacrée à notre réseau sur les déterminants périnataux de la santé de l'enfant, avec près de 20 abrégés qui ont été soumis par des étudiants du réseau qui sont vraiment bien. Et puis, on a 6 conférenciers invités de haut niveau, 3 en sciences cliniques et 3 en sciences fondamentales. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et vous pouvez vous inscrire juste pour cette journée-là si vous ne voulez pas vous inscrire à toutes les activités autour du congrès de l'ACFAS. C'est en ligne. Et ce qui est super important aussi, c'est qu'à la fin de cette journée-là, étant donné que le FRQS vient d'annoncer la date des prochains concours pour le gros financement des réseaux, on va vraiment avoir envie, on va vous consulter, puis on a besoin d'entendre c'est quoi vos besoins pour nous aider à construire un réseau sur les déterminants périnataux de la santé de l'enfant qui soit vraiment le plus conséquent, cohérent, qui réponde à vos besoins et qui réponde aux besoins que vous connaissez de la population. Donc, l'ACFAS, Camille, peux-tu me rappeler la date, là, que je ne dise pas de bêtises, parce que je n'ai pas mon calendrier, je pense que c'est le vendredi 13 mai. Exactement. Oui. Bon, vendredi 13. Alors, inscrivez-vous, s'il vous plaît, le lien sur le site du réseau et ou bien directement sur l'ACFAS. On a besoin de vous entendre et d'ailleurs, le programme élaboré par Camille est absolument fantastique. Donc, voilà, très bonne journée et encore merci beaucoup à Isabelle. Merci à tous et bonne journée.